Parfait. Bon, ben, très bien. Ben, merci à tous pour, déjà pour être là. Donc, on va démarrer ce webinaire sur le commerce équitable aujourd'hui. Alors, pour échanger, peut-être pour ceux qui n'ont pas vu, n'hésitez pas à utiliser l'onglet Converser dans le chat à côté. Donc, on aura à peu près 30 minutes de présentation et ensuite, on passera à des questions. Donc, au niveau des intervenants, alors, on avait prévu d'être deux. Laurent Lefebvre nous rejoindra pour les questions dans un second temps. Donc, Laurent Lefebvre, c'est le responsable commercial et partenariat chez Concert Environnement. Donc, il est la filiale en charge notamment de la gestion du label Fair for Life. Et donc, moi-même, donc, je suis consultant pour des enjeux des hommes. Donc, principalement, je travaille dans l'équipe qui se charge de l'accompagnement des structures, des entreprises privées, publiques, également, dans tout ce qui est accompagnement vers les démarches de commerce équitable. Donc, on accompagne vers la labellisation, on met en place également on appuie le développement de cahiers des charges privés, publics. On fait également des formations sur la thématique du commerce équitable. Voilà. Et personnellement, j'ai aussi la casquette d'auditeur. Donc, voilà. Ça, c'était pour la petite présentation des participants d'aujourd'hui. Alors, on va démarrer. Alors, je vais pas laisser ma caméra pour la présentation. Je la remettrai, je la rallumerai pour les questions dans un second temps. Ce sera plus facile comme ça. Voilà, donc, alors, on va démarrer donc sur cette session commerce équitable. Alors, il faut juste en introduction, en fait, partout dans le monde et depuis des siècles, les gens, ils ont développé des relations économiques et commerciales qui sont fondées sur le bénéfice mutuel et la solidarité. Donc, le commerce équitable, en fait, il applique ses idées aux défis contemporains du commerce international dans un monde globalisé. Et on verra dans le constat que, en fait, ce monde globalisé, ben, il n'a pas forcément répondu aux enjeux de réduire la faim dans le monde. Hein. Donc, le commerce équitable, en fait, il est basé sur des modes de production et de commerce qui font passer les gens et la planète avant les gains financiers. Alors, est-ce que je vais arriver? Voilà. Voilà, donc ben, le commerce mondial, il a connu une croissance assez spectaculaire au cours des dernières décennies. Ça a largement contribué à la croissance économique dans de nombreux pays. Mais par contre, comme on peut le voir, c'est que les gains, ils n'ont pas été partagés de manière uniforme sur la planète. Et donc, les modèles commerciaux promus par les institutions mondiales et les grandes entreprises, ben, ils n'ont pas tenu leur promesse d'éliminer la pauvreté. Et en fait, on a encore plus créé des inégalités qui aujourd'hui sont sans précédent. Et la libéralisation du commerce, en fait, elle a pas tenu ces promesses-là. Donc, la richesse de 1% du plus riche, elle est égale à celle de tous les autres. Et on le voit aujourd'hui, 800 millions de personnes souffrent encore de l'extrême pauvreté et donc doivent lutter quotidiennement pour accéder à la terre, l'eau, l'éducation, la santé, etc. Ah, pardon, là, c'est passé sur la diapo suivante. On est encore sur cette diapo-là. Donc, aujourd'hui, les marchés, on le voit, ils sont généralement dominés par une poignée de sociétés internationales. Et en fait, ces entreprises-là, elles ont le pouvoir de fixer les termes de l'échange pour leurs fournisseurs, ce qui fait baisser les prix et souvent à des niveaux inférieurs aux coûts de production du côté des producteurs. Et donc, les petits producteurs et les travailleurs, ils ont du mal à gagner un salaire décent et à subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Donc, ça rend en fait les producteurs vulnérables et parfois même ça les pousse à travailler dans des conditions voilà, d'exploitation, voire dangereuses. Et donc, l'objectif, là, on va voir un petit peu ce matin en quoi le commerce équitable il peut se présenter vraiment comme une alternative pour pallier à toutes ces problématiques-là. Voilà, donc le petit point d'historique sur le commerce équitable. Il faut savoir que le commerce équitable, son histoire, c'est une longue histoire avec un mouvement social qui a démarré dans les années 50 et qui a traversé des époques, s'est petit à petit transformé, professionnalisé, s'est développé pour aboutir aujourd'hui finalement à une démarche qui est crédible, reconnue des consommateurs et des acteurs économiques et même des pouvoirs publics. Donc, on le verra par la suite, mais il y a une charte internationale du commerce équitable qui a été mise à jour en 2018 et qui définit en fait dans les grandes lignes ce qu'est le commerce équitable. Et cette charte, elle résume aussi finalement le compromis international qui a été établi entre les différents mouvements sociaux et les réseaux de commerce équitable. Donc, on y reviendra un petit peu plus loin dans le détail. Voilà.
Donc, je vous le disais tout à l'heure, finalement, le commerce équitable, ça peut être un véritable levier de croissance et porteur pour l'avenir. Donc, on a des effets positifs en termes de prix perçus par les producteurs, parce qu'un des piliers du commerce équitable, ça va être sécuriser en fait les prix au niveau des producteurs, avec notamment le concept de prix plancher. Une amélioration des conditions de vie et de travail. Donc évidemment, on reçoit un prix qui permet de couvrir nos coûts de production, et derrière, d'assurer une petite marge qui nous permet, de vivre, on peut, voilà, les producteurs peuvent accéder à de meilleures conditions à ce niveau-là. Un impact positif sur la qualité, notamment avec l'encouragement à l'agriculture biologique. On le verra également par la suite, mais le commerce équitable, en fait, est très lié à l'agriculture biologique. Historiquement, on a un lien très fort. Et donc, en général, une démarche de commerce équitable est quand même, va dans le sens d'amélioration de, de la qualité de production en ce qui concerne l'environnement. Voilà. Une augmentation de l'estime de soi pour les producteurs locaux. Bon, mais ça, c'est encore une fois, c'est un des piliers forts du commerce équitable, hein, qui vise à justement renforcer cet aspect-là et des aspects positifs sur l'environnement et les ressources naturelles, comme je vous disais, et comme on le détaillera un petit peu plus loin. Voilà, alors peut-être quelques chiffres également. Il faut savoir qu'il y a peu de chiffres officiels en fait sur le marché du commerce équitable au niveau mondial, parce que le marché de la labellisation est privé. Il n'y a pas de réglementation publique, on reviendra tout à l'heure. Il y a un cadre légal français sur lequel on reviendra tout à l'heure un peu plus en détail. Mais bon, voilà, il n'y a pas vraiment de statistiques au niveau mondial. Là, les statistiques qui vous sont présentées là, c'est donc au niveau de la France. C'est des chiffres qui sont publiés par la plateforme Commerce Équitable France, que vous pouvez aller consulter sur leur site internet. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'en 2020, malgré la crise sanitaire et les tensions sur le pouvoir d'achat des Français, le commerce équitable, il a continué de progresser avec une hausse des ventes de plus de 12%. Donc, le nombre de producteurs et de productrices bénéficiaires, il a plus que doublé en 4 ans. On est passé de 4 500 en 2016 à aujourd'hui plus de 10 000. Voilà. Ce qu'on peut noter également, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la synergie en fait avec la bio. Donc, la progression de la double labellisation commerce équitable et bio s'observe pour les filières internationales. Donc, on le voit avec une croissance de plus de 8%. Et également sur les filières françaises, avec une croissance de plus de 21%. Voilà. Donc ça s'explique, oui, donc vous voyez aussi également à l'écran, hein, on atteint presque en France les 2 milliards d'euros en 2020, donc c'est quand même assez conséquent. Voilà, puis ça s'explique en fait ce succès-là par une appétence toujours plus grande des consommateurs pour des produits qui associent à la fois la santé, la protection de l'environnement et le prix juste pour les producteurs. Voilà, donc il y a de plus en plus de consommateurs qui, au-delà du bio, qui commencent à se démocratiser beaucoup, veulent aller chercher une qualité en plus équitable. Voilà. Pour ce qui est un petit peu des chiffres, concernant la répartition des produits, également issus du commerce équitable. Ce qu'on peut voir, c'est que sur les filières internationales, c'est le café, c'est le produit qui est le plus vendu, hein. C'est un petit peu l'origine, un des premiers produits en fait qui était disponible en commerce équitable. En 2020, il représente 42% des ventes des filières internationales. Et les autres produits, quand même, issus du commerce équitable, donc on a les fruits frais, 24%, et les produits à base de cacao. Le cacao, c'est le produit, on peut dire, qui a le plus progressé. Donc ça, c'est pour les filières internationales. Et sur les filières françaises, ce qu'on constate, c'est que tous les produits qui composent l'assiette des Français, finalement, se retrouvent en commerce équitable. Et que les secteurs qui ont le plus progressé, c'est les produits laitiers et les fruits et légumes. Voilà. Et juste, alors ça n'apparaît pas sur la diapo, mais pour que vous l'ayez en tête, la France, c'est en gros le troisième pays consommateur de produits issus du commerce équitable, au coude à coude avec l'Allemagne. Et en premier pays, on a les États-Unis, qui est quand même le premier consommateur, derrière l'Angleterre. Voilà, donc ensuite suit la France, l'Allemagne et puis la Suisse derrière. Voilà. Ah, et en France, dernièrement aussi, on a la filière viticole, vitivinicole, qui commence aussi à s'intéresser de plus en plus au commerce équitable. Donc, vous devriez bientôt voir, je pense, du vin étiqueté équitable. Voilà. Alors, le passage des diapos est un peu lent, mais ça devrait arriver. Voilà. Donc, on va faire un point maintenant sur la définition, le cadre réglementaire du commerce équitable.
Donc, le mouvement du commerce équitable, c'est un mouvement global qui est composé de, donc, comme je vous disais tout à l'heure, d'individus, d'organisations et de réseaux qui partagent finalement une vision commune, hein, qui est cette vision qui est décrite dans la charte du commerce équitable. Et donc, cette vision, c'est la vision d'un monde plus juste, où l'équité et le développement durable sont au cœur des structures et des pratiques commerciales, pour qu'en fait, chacun puisse, par son travail, maintenir une vie décente et digne, et finalement pouvoir développer pleinement son potentiel. Voilà. Donc, le commerce équitable, il a aussi pour vocation de relier les producteurs et les consommateurs avec une plus grande transparence dans les chaînes d'approvisionnement. Et puis, finalement, le commerce équitable, c'est une démarche qui cherche à engager aussi les citoyens euh, à réécrire les règles du commerce en tenant compte en tenant compte des besoins des petits producteurs. Voilà. Donc, c'est pas, enfin, c'est pas un acte de charité, hein. Souvent, on peut croire ça, mais c'est vraiment réellement un partenariat, en fait, qui vise au changement et au développement du commerce d'une autre manière. Alors, donc ça, c'est la diapositive sur la charte, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est une charte donc, qui a été rééditée en 2018, que vous pouvez trouver sur Internet également. Euh, voilà. Donc, concernant la réglementation en France, donc la charte que je vous présentais juste avant, en fait, faut savoir que ce n'est pas une réglementation en soi. Par contre, au niveau donc, contexte français, les parties prenantes, en fait, elles ont initié dès 2003 une réflexion réglementaire en faveur du commerce équitable et visant à définir ce qu'est le commerce équitable et à sa reconnaissance dans le contexte français. Et bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'ensemble des points que vous voyez à l'écran, mais en fait, c'est juste pour que vous ayez en tête la succession un petit peu des différentes lois, normes et décrets qui se sont enchaînés pour essayer de structurer un petit peu cette notion de commerce équitable en France. On va quand même s'arrêter un peu plus en détail sur l'article 94, parce que finalement, c'est le dispositif législatif applicable aujourd'hui en France. Donc, concernant l'article 94 de la loi sur l'économie sociale et solidaire, et son décret d'application qui lui est associé. En fait, cette loi et ce décret, ils ont fait évoluer la définition du commerce équitable en France, telle qu'elle était définie à la base par la loi de 2005. Et en fait, cette nouvelle loi et décret a étendu le champ d'application aux échanges avec les producteurs du Nord, donc notamment en France. En fait, c'est la porte qui a été ouverte pour que le commerce équitable soit pas seulement dans une relation sud-nord, mais également nord-nord. Voilà, donc la loi, en fait, euh, pardon, donc les points principaux en fait, de cette loi, on les retrouve là. Donc, c'est d'abord le paiement par l'acheteur d'un prix rémunérateur établi sur les bases donc, de l'identification des coûts de production et également une négociation équilibrée. On a également l'engagement de commercial sur le long terme. Donc, quand on parle long terme, c'est en général c'est supérieur à 3 ans. L'octroi de ce qu'on appelle un montant, alors on peut l'appeler, vous pouvez l'avoir entendu comme fonds de développement. Également, bon, c'est un montant supplémentaire en fait dans le concept. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une enveloppe qui va être destinée au financement de projets collectifs. Donc, c'est un fonds qui va être géré par les producteurs et qui vise à développer des projets collectifs. Voilà. Ensuite, un autre des concepts introduits par la loi, c'est la notion de producteur organisé dans des structures à gouvernance démocratique. Alors, ça ne veut pas dire forcément que le commerce équitable, c'est que pour des coopératives ou des associations. On peut avoir d'autres types d'organisations. Par contre, ce qui est important, c'est de retrouver cet aspect de gouvernance démocratique, et que l'intérêt des producteurs doit primer en fait dans ces projets-là. Voilà. On a également la notion de transparence et traçabilité des filières et la sensibilisation et l'éducation des consommateurs à des modes de production plus durables. Voilà un petit peu donc dans les grandes lignes, hein, ce que dit cette loi. Et petit mot aussi rapide sur la loi Pacte de 2019, donc, qui vient s'ajouter au corpus législatif qu'on a vu préexistant. En fait, cette loi Pacte, elle vient protéger le terme équitable. Un petit peu finalement comme le terme de biologique est encadré aujourd'hui, ce terme équitable, en fait, l'allégation équitable, qui signifie en fait commerce équitable, elle implique
de respecter la loi, la loi de l'ESS et du décret. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que finalement, si on ne respecte pas cette loi Pacte, il y a des risques. Donc, c'est cette diapo-là suivante. En fait, quels sont ces risques-là? On a d'abord donc, risque qui touche la fraude aux consommateurs. Donc, ça, finalement, c'est ce qui va être contrôlé par la DGCCRF. On a aussi un risque de concurrence déloyale avec des acteurs qui peuvent s'engager sur des labels de commerce équitable. Donc, en fait, pardon, donc la concurrence déloyale, justement, elle peut être, elle peut être entre guillemets encadrée si, dans la mesure où on choisit d'aller s'orienter vers un label de commerce équitable, on va pouvoir éviter ce genre de problème. Et concernant le risque réputationnel, effectivement, là, finalement, c'est peut-être un des risques les plus importants. Donc là, on voit une illustration, un exemple d'étiquette, en fait, où avant, on avait le mot équitable. Donc, suite à la loi, donc à un contrôle, en l'occurrence, là, ils ont dû revoir un petit peu leur communication en utilisant des mots, en enlevant, en fait, le mot équitable qui est voilà, désormais protégé. Voilà, donc c'était pour un petit peu, ça c'était une introduction finalement au commerce équitable et au contexte légal français. Maintenant, on va faire un rapide panorama des labels en France. Alors, à date, il n'y a pas de réglementation publique, ni de label public pour le commerce équitable comme il en existe en bio. Comme vous devez le savoir, en bio, donc on a un cadre réglementaire européen. Ce n'est pas le cas en commerce équitable. Donc, ça veut dire que pour reconnaître des produits du commerce équitable, on peut passer par des labels de commerce équitable qui sont tous issus de démarches privées. Hein. Mais par contre, donc c'est en général, donc c'est une communauté d'acteurs qui se rencontrent pour proposer des règles communes. Mais on a quand même on va dire, un point commun à tous ces labels-là, c'est qu'ils s'inscrivent tous en France dans le cadre réglementaire français. Voilà, donc ça permet finalement, avec le label, d'avoir une garantie qu'on sera bien en conformité avec la loi et le décret en France. Voilà, donc en attendant en fait une éventuelle reconnaissance publique, parce que peut-être on y viendra un jour comme on y est arrivé en bio, le label reste finalement un des moyens de sécuriser finalement la démarche. Voilà. Alors, peut-être avant de voir rapidement les labels, qu'est-ce que c'est un label? Finalement, donc, un label s'appuie sur un système de garantie qu'on peut définir en 3 axes que vous voyez là à l'écran. Donc, on a d'abord des exigences techniques de commerce équitable qui vont s'appliquer selon le périmètre à un ou plusieurs acteurs dans la filière. Donc là-dessus, tous les labels ne se valent pas. Il y a certains labels où on aura davantage d'exigences qui vont s'appliquer sur certains maillons et sur d'autres maillons un peu moins. Donc là, il faut aller creuser ensuite les labels. On a un processus de contrôle et de labellisation qui est associé à ces exigences. Donc là, on peut avoir un contrôle qui est fait par un tiers indépendant qui a l'expertise. On a également des démarches qui ne sont pas labellisées par un tiers indépendant. Voilà, c'est aussi une possibilité aujourd'hui. Et ensuite, une gouvernance ouverte, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait l'ensemble des parties prenantes qui soient représentées dans la gestion de ce label. Donc l'objectif final, c'est que finalement les consommateurs puissent s'assurer qu'ils aient accès à une information transparente et qu'ils sachent réellement qu'est-ce qu'il y a derrière leurs produits. Voilà. Alors, concernant les labels de commerce équitable, alors ceux qui sont présentés ici, c'est ceux qu'on retrouve sur le territoire français, mais en fait, il y en a d'autres au niveau international. Donc la géographie de ces labels, elle varie. Donc certains, ils ont, comme vous pouvez le voir, ils ont une dimension un peu plus internationale, d'autres uniquement nationale, d'autres sont universels. Ce qu'il faut savoir également de manière générale, c'est que tous ces labels, ils n'ont pas non plus le même poids économique sur le marché. Certains sont des leaders internationaux. Vous avez Fairtrade International que vous avez déjà probablement vu, Max Havelaar. D'autres sont plus présents dans certains secteurs ou filières. Voilà, certains, ils ont aussi pour prérequis l'agriculture biologique, d'autres non. Et voilà. Et parmi ces labels, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous ne sont pas signataires de la charte. Donc,
donc les 4 en fait, signataires principaux de la charte que vous voyez là. Donc, il y a Max Havelaar, Fair Trade International, SPP, Fair for Life et World Fair Trade Organization. Voilà. Les autres ne sont pas signataires. Donc oui, rapidement peut-être quand même pour donc Max Havelaar, je pense que bon, c'est le leader international, très connu. SPP, c'est un label de petits producteurs qui a été développé par des producteurs de café en Équateur à l'origine. Et donc c'est un label qui a une légitimité qui est fondée sur le fait que ce label-là appartient aux petits producteurs. Mais on le voit néanmoins sur les marchés, donc il y a quand même peu d'impact encore au niveau international. Mais par contre, c'est un label qui est visible en France, notamment par Etikable, qui soutient largement cette démarche-là. Fair for Life, on y reviendra après. Je vais vous le présenter un peu plus en détail. WFTO, c'est celui-là. Donc, c'est un label qui est issu des pionniers du commerce équitable. C'est le label d'artisans du monde et qui est très connu en fait des militants, mais qui va avoir peu d'impact sur les marchés en dehors de l'artisanat. Voilà. Biopartenaire aussi, on le voit beaucoup en France. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une démarche qui s'appuie sur. C'est un petit peu, on l'a mis un petit peu en grisé là, parce qu'en fait, finalement, c'est un label en tant que tel de commerce équitable, mais qui va s'appuyer sur des référentiels déjà existants. Donc, en fait, Biopartenaire, pour le contrôle de ces filières, va s'appuyer sur le Fair for Life et sur un référentiel qui s'appelle Fiable. Voilà. Et en dessous, donc, c'est les 3 labels, on va dire, Origine France. Sachant que Bioéquitable en France et Biologique français équitable sont 2 labels assez récents. Donc Bioéquitable en France, c'est le label porté par Biocop et Etikable. Et le BFE, c'est une démarche qui est portée par la FNAB. Voilà. Et Agriéthique, c'est plus un label qui est aujourd'hui très axé sur les filières céréales, bien qu'en cours de diversification, et qui est porté par une coopérative agricole qui s'appelle la CAVAC. Voilà. Donc voilà un petit peu pour le panorama, le tour des labels. Donc on va passer maintenant sur Fair for Life. Alors Fair for Life, c'est un programme de certification pour le commerce équitable au sein donc, de filières responsables. Ça a été créé en 2006 par la Swiss Bio Foundation en coopération avec le groupe IMO. Puis ensuite, donc, ça a été repris en 2014 par le groupe EcoCert suite au rachat d'IMO par EcoCert pour répondre finalement à une demande spécifique des acteurs de l'agriculture biologique et soutenir des acteurs engagés qui travaillent en collaboration avec leurs partenaires commerciaux et les producteurs. Donc, au-delà du concept inhérent de prix équitable, et depuis le début de la création, Fair for Life en fait, est conscient que de la notion de filière responsable et avec l'ambition d'avoir une vision à long terme et de s'engager avec sincérité et d'agir de manière responsable tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Voilà, donc c'est un label qui encourage finalement un modèle économique de chaîne d'approvisionnement qui vise dans sa globalité plus de résilience au niveau de chacun des maillons. Donc la certification Fair for Life, c'est un outil qui permet de valoriser et de protéger des filières et donc d'encadrer finalement des pratiques au sein des acteurs qui ont choisi d'agir de manière responsable. Voilà, donc parmi les grands piliers, en fait, on retrouve la sécurisation des ventes, des approvisionnements et des outils tels que les contrats long terme, les prix planchers, le prix équitable, des volumes également qui sont fixés et une relation de confiance entre les différents acteurs. Donc d'ailleurs, on va passer un petit peu de temps sur les principes clés. Donc comme je vous dis, on a le prix d'achat équitable et le minimum garanti. Donc ça, c'est prix minimum garanti, on l'appelle également prix plancher. Donc il y a un prix qui est défini, un prix plancher qui est défini sur la base des coûts de production, qui permet finalement d'assurer le revenu au producteur, quelles que soient les évolutions du prix du marché. Des partenariats à long terme également, donc basés sur des relations à minima de 3 ans. Du financement et support des projets de développement. Donc ça, c'est tout ce qui concerne finalement le fonds de développement, entre autres, et préfinancement et des mécanismes de préfinancement également. Le fonctionnement démocratique, on retrouve ce pilier-là important, comme je vous disais, d'organisation des producteurs et de représentation des intérêts des producteurs. On a également des critères qui vont être applicables pour aller mesurer finalement l'impact local.
de la démarche. On a un chapitre, dans Fair for Life qui est le chapitre, 2 concernant le respect des droits sociaux qui est très étendu. Donc en fait, c'est un chapitre où on retrouve beaucoup de critères et l'objectif, c'est de pouvoir, finalement lisser un petit peu les disparités qu'on peut avoir entre les différents pays. Comme je disais tout à l'heure, Fair for Life, c'est une démarche, enfin c'est un label international et finalement, on a certains pays où la réglementation, notamment du droit du travail, n'est pas, égale par rapport à d'autres pays. Et donc, le Fair for Life vise un petit peu à lisser l'ensemble de ces disparités dans les pays, voilà, en mettant quand même un standard assez haut par rapport à d'autres labels en termes de droits sociaux. Et également un focus sur les critères environnementaux qui sont relativement détaillés. Voilà. En sachant que pour être Fair for Life, ce n'est pas une obligation d'être en agriculture biologique. Par contre, on a une obligation de s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue pour atteindre, voilà, pour améliorer en fait les pratiques et avoir des pratiques plus durables. Voilà, donc c'est Fair for Life, c'est un audit annuel de l'ensemble des acteurs de la filière. Donc il y a des sanctions qui sont prévues en cas de manquement grave. On a un système de critères en fait en fonction de la gravité du critère qui peut aller du retrait de la labellisation dans le plus grave des cas, et des produits et des ingrédients qui sont entièrement traçables. Et donc c'est un label qui s'applique partout, quel que soit le pays. Fair for Life, il peut s'y inscrire. Et puis pour tout produit, alors il faut savoir que dans beaucoup de labels de commerce équitable, on a dans quasiment l'exclusivité, on a seulement l'aspect de produits alimentaires. Et donc, Fair for Life, en plus de ça, ouvre le champ également aux produits cosmétiques et de beauté. Et également, on retrouve en moindre mesure quand même, mais on peut avoir des produits issus de l'artisanat et également des textiles. Voilà. Alors, concernant donc ça, on l'a déjà un petit peu vu, mais finalement, le mécanisme principal, les mécanismes principaux de Fair for Life, ça va être donc établir des partenariats commerciaux humains solides à travers une stratégie et développement de long terme. Donc, on va avoir des critères, en fait, qui vont aller encadrer, qui vont aller pousser les acteurs à se rencontrer, par exemple, régulièrement. Ça fait partie du renforcement de ces liens-là entre les acteurs. Un partage de la valeur, transparence et traçabilité. Alors, il faut savoir qu'il y a d'autres labels qui permettent notamment le mass balance. Donc, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, on a différents systèmes de traçabilité où le mass balance, en fait, ça va être, on va avoir des lots qui peuvent être mélangés à un moment et ensuite, donc ces produits-là qui sont revendus avec l'étiquette commerce équitable, mais on n'aura pas la certitude que le produit en tant que tel viendra de la ferme qui est labellisée équitable. C'est un système en gros dans lequel on garantit quand même l'engagement équitable, mais en tant que tel, le produit n'est pas tracé. Donc, ce n'est pas le cas de Fair for Life où on est sur une traçabilité physique complète comme pour l'agriculture biologique. Voilà, Fair for Life, mais également aussi un critère sur l'encadrement des marges. Voilà, ce n'est pas le cas pour d'autres labels, mais Fair for Life a fait ce choix-là. Voilà, concernant la transparence et la traçabilité, on a aussi une particularité de Fair for Life qui est finalement de pouvoir afficher de manière transparente les informations sur les filières Fair for Life. Donc, vous pouvez aller sur la page internet de Fair for Life. Il y a un moteur de recherche par pays, par secteur également, par produit, où vous pourrez aller voir. Vous cliquez sur un opérateur et vous avez en fait toute l'information sur la performance de cet opérateur-là, la note qu'il a eue au cours du dernier audit et également ses actions de développement qui sont entreprises au niveau local. Voilà. Alors, quelques exemples de produits innovants. Vous avez là différentes marques qu'on peut retrouver en France. Voilà, donc à la fois dans diverses filières. On le voyait tout à l'heure, la filière lait, le vin, on en a parlé également du chocolat. Donc, vous voyez finalement qu'il y a une diversité des produits assez importante.
Donc, en fait, derrière chaque produit, ce que essaie de faire For Life, c'est de raconter une histoire, en fait, hein, où il y a un plan de développement durable, long terme, qui permet, grâce à des partenariats économiques solides, de responsabiliser à la fois l'ensemble des acteurs de la filière et d'engager finalement ces acteurs-là dans leur propre destin. Voilà. Et peut-être, en ce qui concerne la filière lait, un petit exemple, donc c'est sur la marque lait de vache. Donc c'est une filière de lait bio local en Normandie. Donc c'est la marque Les Prairies Bio du groupe Danone. Donc pour les Prairies Bio, en fait, c'est aussi de voir les approvisionnements en lait bio sécurisés sur le long terme. Et voilà, plus largement, en fait, le pari qu'ils ont fait, c'est qu'une filière bio et à la fois équitable peut vraiment représenter un atout supplémentaire pour encourager davantage de conversion vers le bio. Et donc, voilà, donc, grâce à des contrats long terme, le prix d'achat équitable permet finalement aux producteurs et aux éleveurs laitiers d'envisager l'avenir de manière un peu plus sereine. Voilà. Donc, on va bientôt passer aux questions. Je voulais juste vous présenter rapidement l'offre de commerce équitable qu'on a développée au sein de Des Enjeux et des Hommes. Donc, on a 3 axes principaux de service pour vous accompagner. Donc, le premier axe, c'est un axe de formation, donc avec sensibilisation des équipes et formation thématique. Alors, quand on parle de sensibilisation, on organise des webinaires comme aujourd'hui. On a également des interventions dans les universités. EcoCert également présent, participe à la plateforme du commerce équitable France. On organise des formations donc pour les entreprises, en intra, en inter-entreprise également. On a développé aussi une plateforme d'apprentissage en ligne, e-learning. Voilà. Ensuite, on a donc la deuxième bulle d'accompagnement. Donc, on a des diagnostics qu'on peut réaliser dans les structures pour aller finalement évaluer le niveau de maturité de la démarche de commerce équitable. Et ensuite, donc derrière, proposer des recommandations. Si la recommandation, c'est d'aller vers un label, on peut également effectuer des diagnostics spécifiques pour des labels. On fait également de l'aide à la mise en place de démarches. On est beaucoup sollicité dernièrement pour appuyer des démarches privées d'entreprises en fait, qui souhaitent mettre en place en interne des cahiers des charges de commerce équitable. Voilà, donc on les aide à développer finalement des cahiers des charges, des indicateurs, des critères. Et derrière, on leur propose un système de contrôle qui peut être interne ou externe. Et ensuite, en dernier lieu, donc la labellisation, comme je vous disais, si c'est un objectif pour l'entreprise, donc la filiale EcoCert Environnement réalise le contrôle et va proposer la labellisation Fair for Life. Voilà, et juste un petit mot pour vous dire également qu'on est en phase pilote de développement d'un outil de diagnostic, d'autodiagnostic, de commerce équitable, qu'éventuellement, si vous êtes intéressé, je vous invite à nous recontacter par message en privé, on pourra vous en dire plus. C'est un petit outil qui permet de faire très rapidement en fait, le point sur votre situation par rapport au commerce équitable. Voilà, donc j'en ai terminé avec la présentation. Donc, vous pouvez retrouver nos webinaires sur YouTube et puis également, vous pourrez voir sur nos réseaux sociaux qu'on a d'autres webinaires en vue sur tout un tas de domaines. Voilà, on va passer peut-être maintenant aux questions. Je suis sûr qu'il y en a plein et Laurent vient de me rejoindre. Donc, je vais rallumer la caméra. Comme ça, ce sera quand même plus sympa pour les questions. Merci pour votre attention. Alors. Bonjour à tous. Alors, bonjour Laurent. Première question, est-il possible d'utiliser un produit équitable bio et de mettre en avant que le bio? Tu la vois ou pas? Non, pas encore. Bonjour, est-il possible une question d'Elisabeth qui nous demande si c'est possible d'utiliser un produit équitable bio et de mettre en avant que le bio. Oui, alors tu veux oui, répondre, je réponds. Vas-y.
Non, j'allais dire oui, c'est tout à fait possible. Il y a qui peut le plus, peut le moins, je dirais. Après, ce serait dommage d'avoir un produit qui s'inscrit dans une démarche équitable quand on sait le travail qu'il y a derrière de mise en place d'une démarche équitable et derrière de ne pas le valoriser. Mais après, voilà, en fonction des besoins aussi de communication, effectivement, il n'y a pas d'obligation de mettre en valeur ce projet-là. Voilà. Je ne sais pas si vous complétez, Laurent. Oui, après, le bio, il est caractérisé sur les produits par les labels bio. Donc, le label AB, ou le Refeuille, en fait, qui garantit en fait, la certification bio du produit. Et l'équitable, on l'avait vu, il y a plusieurs labels pour le signaler. Mais comme le disait aussi Mathieu, il y a une convergence aussi dans la tête des consommateurs, enfin dans la tête, convergence de sens en fait des consommateurs pour voir des produits de plus en plus équitables bio et des produits bio de plus en plus équitables. Donc, en fait, ça serait dommage de ne revendiquer qu'un aspect de la qualité en fait, du produit, qui est en fait une qualité environnementale, sociale et économique qui est proposée. Voilà. On a une autre question aussi, qui est une question plus de fond, plus de fond, un peu plus de Malik. Et merci pour les compliments. Est-ce qu'on peut revenir donc sur la notion de demande Malik du commerce équitable et de résilience? Alors ça, c'est presque un sujet du bac. Vaste question. Sur le commerce équitable, vous l'avez vu, c'est le commerce équitable, à la différence peut-être d'autres démarches éthiques, va proposer de mettre en place une contractualisation dans la filière. Donc, une contractualisation à des conditions, je dirais, favorables, enfin, des conditions qui ont été négociées, qui sont transparentes, des conversions commerciales qui sont transparentes, qui sont posées sur la valeur équitable du produit, donc le prix d'achat, qui va couvrir les coûts de production. Donc, tout un corpus de choses qui se relèvent de l'économique et qui vont venir sécuriser, en fait, une relation commerciale de part et d'autre entre l'acheteur et les producteurs. Et donc, ça, c'est important parce que si on ne peut pas, je dirais, s'assurer en fait, d'un débouché rémunérateur et durable, en fait, on peut rien construire. On ne fait que s'appauvrir. Donc, ça, c'est le premier fondement de l'équitable. Il est là. Et ce fondamental-là, il est transmis en fait entre les différents acteurs de la filière. C'est-à-dire qu'il y a un engagement qui est pris entre les différents acteurs de la filière de construire en fait une relation durable. Et c'est de ça dont on parle. Donc, quand on parle de résilience, on parle de cette relation qui est une relation de confiance, qui est une relation commerciale, mais aussi de partenariat, donc une relation qui est aussi fondée sur des valeurs humaines et sur ce dialogue qui va permettre en fait, aux acteurs de traverser en fait, des difficultés, c'est-à-dire de construire ensemble face à des constats communs sur les enjeux qu'ils vont partager, sur leur réalité, donc le problème des producteurs, le problème des acheteurs, les problèmes du marché, etc. Et les uns et les autres vont serrer les coudes. C'est-à-dire que quand on voit en fait, des situations de crise, et on l'a vu sur la crise du Covid, mais on le voit aussi sur la crise des prix avec des problématiques de flambée des prix ou de chute des cours, et c'est plutôt des chutes des cours de mondiaux, par exemple, le commerce équitable résiste. Il résiste mieux. Il résiste mieux parce que les acteurs économiques s'inscrivent dans une relation commerciale établie, claire, transparente dans la durée. Et donc, ils peuvent faire face à des crises. Ils sont partenaires, si vous voulez, partenaires de leur développement. Et c'est en ça qu'on parle de résilience. La résilience, c'est de pouvoir résister, en fait, entre guillemets, à des situations difficiles et de pouvoir se les surmonter. Et bien entendu, en plus de la valeur économique, en fait, de la relation, il y a tout ce que ça apporte au niveau social, donc la relation humaine, mais sociale parce que l'amélioration des conditions de vie, et environnementale parce qu'avec des nouveaux moyens, on peut travailler la question de la transition agroécologique, on peut travailler la conversion vers l'agriculture biologique, par exemple, et mettre en œuvre des pratiques plus durables. Voilà. Je ne sais pas si tu veux compléter. Non. Très bien, merci. Alors, on a une autre question de Nathalie. Sur cette base de relation, quel est le rôle donc de la distribution et comment voyez-vous l'évolution des mentalités? Encore une question. Alors, le rôle de la distribution, on en parle souvent du rôle de la distribution. Le rôle de la distribution fait comment dirais-je,
des fois, il fait débat dans le monde du commerce équitable parce que, vous l'avez vu, les distributeurs qui sont en fait vraiment ces réseaux qui mettent en rayon, alors des rayons physiques dans les supermarchés ou les réseaux de distribution plus spécialisés comme les réseaux bio, mais aussi des distributeurs en ligne. Maintenant, il y a de plus en plus de produits qui sont vendus en ligne. Les distributeurs, c'est quand même eux qui vont proposer des produits aux consommateurs et ils mettent en rayon des marques. Donc, on a, pendant longtemps, dans le commerce équitable, a été traversé par cette question de dire est-ce que les distributeurs peuvent s'engager, est-ce qu'ils peuvent aussi prendre en charge un certain nombre de critères, un certain nombre de choses, parce que quelque part, les distributeurs c'est le dernier maillon, mais c'est pas le maillon responsable, c'est pas des maillons responsables de la filière, c'est des maillons de distribution. C'est qu'en fait, le produit, quand il arrive chez le distributeur, il est déjà, je dirais, emballé, fabriqué, et toute une filière derrière. Donc, les distributeurs, ils ont un rôle important qui consiste à rendre visible, en fait, avant tout, de proposer en fait aux consommateurs, des produits nouveaux, des produits innovants. Donc, ils ont la responsabilité soit d'anticiper les tendances, soit de suivre ces tendances, donc d'ouvrir des rayons bio, d'ouvrir des rayons aux marques de commerce équitable, et quelque part, en faisant ça, en soutenant par l'ouverture des rayons, ils soutiennent en fait la transition vers une consommation plus responsable. Après, voilà le rôle des distributeurs. Certains vont plus loin, mais ils vont plus loin. Certains vont se doter de programmes de responsabilité ou vont avoir des visions un peu plus à long terme, comme certains réseaux spécialisés bio qui vont dire bon voilà, demain, nous, notre horizon, c'est de faire que de l'équitable. Donc, le distributeur en tant que tel, il a un poids parce que soit parce qu'il est actif donc il veut être acteur de la transition en proposant des stratégies de convergence, parce qu'il va donner un appel d'air aux différents acteurs des filières en disant demain, moi, tout mon approvisionnement sur la banane, tout mon approvisionnement, par exemple, sur le chocolat va être bio et en plus, il doit être équitable. Et à ces conditions-là, le distributeur devient un acteur majeur parce que il engage en fait une transition et il donne en fait de la visibilité aux marques qui vont pouvoir s'inscrire dans cette dimension-là. Après, tous les distributeurs ne font pas ça. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais il y a donc un panorama très différent de distributeurs. Et la principale responsabilité du distributeur, c'est de donner accès à des marques, donner visibilité à des produits auprès des consommateurs. Et s'il veut aller plus loin, il va promouvoir un certain nombre de tendances ou les anticiper en favorisant ces rayons, plus vers l'équitable, plus vers le bio, par exemple. Voilà. Ok, merci Laurent. Alors, une question de Marion. Depuis le rachat en 2014, quelles sont les tendances de reconnaissance du label Fair for Life, notamment cette dernière année? Avez-vous noté une hausse de la demande de certification qui montrerait une prise de conscience dans les filières de plus en plus variées? Alors, peut-être juste répondre sur la partie prise de conscience. On l'a vu tout à l'heure en termes de chiffres. En France, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a effectivement alors, prise de conscience, oui, parce que quand on voit sur les tendances de consommation, effectivement, les hausses et notamment la diversification des filières, en fait, de plus en plus de produits de commerce équitable disponibles et consommés par les Français. Donc ça, effectivement, ça confirme, je pense, une tendance, en tout cas de la demande. Donc s'il y a une demande du client derrière, du consommateur, les filières derrière s'engagent de plus en plus. Après, peut-être sur la partie reconnaissance du label Fair for Life, peut-être c'est une reconnaissance, j'entends la question au sens peut-être notoriété. Peut-être Laurent, il pourra nous dire 2 mots sur l'évolution des tendances du label, peut-être, Laurent? C'est une question délicate parce que on n'a pas forcément. Enfin, c'est une question qui se traduit sur. Ça va dépendre des pays, ça va dépendre ça va dépendre aussi des secteurs. Vous avez vu, Fair for Life peut aussi s'appliquer sur des produits alimentaires comme sur des produits cosmétiques et aussi sur des produits textiles. Et donc, il y a différents territoires, en fait, qui sont les territoires de la géographie des marques, donc en France et aussi à l'international. Globalement, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une reconnaissance de plus en plus, qui grandit de la notoriété du label. Elle grandit parce qu'elle devient visible, si vous voulez. C'est que
on parle du rachat, enfin, puis on parle finalement de l'intégration de Fair for Life dans les activités d'EcoCert, c'est ça. Et suite à ça, en 2017, il y a eu tout un processus de fusion, de convergence de révision, je dirais, de Fair for Life. Et les produits avec le logo Fair for Life sont devenus visibles qu'à partir de juin 2019, en fait. Et c'est à partir de là qu'on a le développement de la neutralité, notamment en France, puisque dans d'autres pays, c'était déjà le cas, mais notamment en France, les produits sont devenus visibles et on en voit de plus en plus. Et là, ça contribue au développement de la notoriété, notamment parce que les marques communiquent justement sur les engagements qui sont pris, les histoires qui sont celles des producteurs qui leur sont communiquées. Et on observe sur certains secteurs, alors sur le commerce équitable Origine France, il y a certaines belles marques qui ont contribué notamment au développement de la notoriété du label. On parle de la filière lait, mais il y en a d'autres. Hein. Vous avez vu quelques exemples de produits, mais on a par exemple des ambassadeurs du label sur la filière vin, notamment, mais aussi sur les fruits et légumes et sur les secteurs cosmétiques, parce qu'on en parle peu. Sur le secteur cosmétique, là, on a vraiment des signaux très très forts, d'une très très forte attente, d'une très très forte croissance en fait du label Fair for Life, parce que le secteur cosmétique est aussi un secteur qui source au niveau sur des filières agricoles, qui est aussi traversé par les mêmes questions en fait que les consommateurs, qui veulent plus de transparence, plus de traçabilité, plus de garanties sur les impacts. Et donc, ce secteur vient rejoindre en fait les autres, comme le secteur alimentaire, le mouvement en fait de développement du label, et du commerce équitable. Donc, après, aujourd'hui, quand on parle de Fair for Life, au niveau mondial, c'est 4000 références, 4000 références produits. Et c'est, je dirais, je ne sais pas si vous avez donné quelques chiffres, mais c'est plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires à la vente pour les marques qui sont concernées. Et voilà, donc c'est significatif. Voilà, on avait d'autres questions peut-être Alors, oui, donc une diversification des filières, on y a répondu. Alors, on a une question de Isiaka, je crois. Alors, on note une hausse de 95% de la certification équitable pour le cacao. Quels sont les labels concernés par cette montée? Alors, 95%, c'est effectivement très important, puisque c'est presque un doublement de la consommation sur le cacao. Les labels qui sont concernés, je pense qu'on peut les citer aisément. Il y a le label Max Havelaar, qui est le premier label sur le secteur du cacao. Hein. Mais pas que. Hein. Max Havelaar, c'est un des labels, le label historique. Donc, le cacao, je dirais le café, le thé, la banane, le sucre, c'est vraiment un label très reconnu sur ces secteurs-là, parce que ça fait très longtemps en fait qu'il œuvre dans ces filières-là. Et on a sur les autres labels, je dirais, alors peut-être SPP et Fair for Life. Voilà les trois labels qui ont vu augmenter le nombre de produits certifiés sur le secteur cacao. Et le secteur cacao, aujourd'hui, il faut voir que ce n'est pas seulement des tablettes de chocolat. Là, il y a plein de sous-produits qui sont faits à partir il y a plein d'utilisations du cacao. Et donc, c'est aussi l'ingéniosité, je dirais, des marques qui vont construire des produits innovants avec une diversification de gamme. Et donc, ça crée des appels d'air, et pas seulement pour la consommation dans les réseaux de distribution, mais aussi la consommation hors domicile, et qui a quand même été impactée par la consommation hors domicile. C'est celle qui s'est réalisée dans les entreprises, qui ne sont pas réalisées dans les supermarchés, qui a aussi été impactée par la crise du Covid notamment. Une question de Christelle. Bonjour, nous parlons souvent du commerce équitable sur des produits alimentaires ou cosmétiques. Qu'en est-il du marché du textile? Ah, très bonne question. Merci Christelle. Je dirais merci Christelle de l'avoir posée. Non, c'est une très bonne question, parce que les filières textiles, c'est des filières. Il ne faut pas penser que c'est les parents pauvres en fait du commerce équitable, mais c'est des filières qui ont été, dès le début, je dirais dans l'histoire du commerce équitable. Dès le début, on a eu la notion d'artisanat, et sur l'artisanat, il y avait
des filières, je dirais, d'artisans, mais de tisseurs, en fait, de fabricants. Donc, on n'était pas sur des filières industrielles, on avait déjà des produits textiles, parce qu'on peut déjà s'habiller sur une mode un peu éthique, sur des produits du commerce équitable, et depuis longtemps. Néanmoins, les filières textiles sont des filières qui sont très, je dirais, complexes, qui sont des filières longues, qui sont des filières à une géographie qui est déjà très structurée. Et aujourd'hui, on a peu de produits textiles en commerce équitable parce que c'est dur, je dirais, c'est compliqué, c'est de faire un produit textile en commerce équitable, c'est-à-dire en fait, de faire un vêtement complet en commerce équitable. Par contre, ce qu'on observe, c'est que on a notamment sur le label Max Havelaar, vous le verrez, il y a du coton équitable. Et donc là, vous allez avoir, par exemple, on peut parler de la dimension ingrédients, vous allez avoir des produits, donc des vêtements faits à partir de coton équitable. Et alors, le vêtement, lui, parce qu'il est équitable, c'est parce que toute la filière a été contrôlée, est-ce que tous les acteurs sont engagés, ça va dépendre des labels, mais ce qui est sûr, c'est que au moins quand on parle de coton équitable, on sait que les producteurs de coton, eux, ils sont rentrés dans la démarche de commerce équitable. Donc, on observe des filières textiles, des acteurs des filières textiles qui se posent des questions, notamment parce que certains sont des acteurs qui sont des acteurs mondiaux, qui ont donc des responsabilités aussi dans leur sourcing, et qui s'interrogent de plus en plus sur mettre plus d'équitable, plus de responsabilité sociale, je dirais, et environnementale dans leur filière. Mais les filières sont des filières longues et ça va prendre du temps. Donc aujourd'hui, non, le marché du textile est un marché naissant, je dirais, sur le commerce équitable, comparativement au marché alimentaire et cosmétique. On a une question de Malik oui, c'est comme une discussion avec Malik. Malik qui nous dit, je pense qu'au Sénégal, nous pouvons travailler à la labellisation de certaines filières comme l'anacarde et l'arachide. Nous pourrons développer un partenariat sur la formation et l'encadrement des acteurs. Merci. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est sur le Sénégal, mais pas que, mais l'anacarde, c'est la noix de cajou, hein, et l'arachide sont des productions agricoles très représentées, très importantes en fait, au Sénégal. Et effectivement, le Sénégal et les producteurs du Sénégal ont certainement des choses à faire dans le commerce équitable. J'étais justement en train de regarder sur le site de Fair for Life, c'était pour vous montrer à l'écran, que vous pouvez aller voir. Du coup, sur l'exemple de Malik, je suis allé voir au Sénégal les différentes productions qui sont engagées dans une démarche Fair for Life. Vous pouvez aller voir là les différents opérateurs. Donc, on a beaucoup de produits à base de baobab, hibiscus, moringa, de la mangue. Voilà. Donc, ça vous donne un petit aperçu. Je ne crois pas qu'il y ait encore de l'anacarde. L'anacarde, on va la retrouver Nord Côte d'Ivoire, Burkina Faso, en Inde aussi aujourd'hui. Enfin, c'est des grands pays de production. C'est aussi des grands pays de production. Mais le Sénégal, comme je dis, Malik, il n'y a plus qu'à. Voilà, ça permet d'illustrer ce que je vous disais tout à l'heure sur la communication qui est possible avec Fair for Life. Vous voyez les résultats de l'audit pour chaque opérateur que vous choisissez, que vous pouvez aller voir sur Internet, consulter librement. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres questions. On va bientôt arriver à la fin de ce webinaire. Oui, il nous reste 2-3 minutes, hein, c'est ça? N'hésitez pas si vous avez encore une ou deux questions. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a des questions très concrètes et très concrètes, et aussi des questions qui sont plus de l'ordre en fait des tendances, sinon des ressorts du commerce équitable, et des questions qui sont variées, qui viennent à la fois d'acteurs, de personnes qui sont basées en France, mais aussi on a Malik au Sénégal. Donc c'est très Merci pour encourageant. votre retour. Ouais. Après, ce qui est sûr, c'est voilà. Oui, très bonne question. Emmanuel, pouvez-vous nous donner les dates des prochains rendez-vous des enjeux et des hommes? Alors, vous pouvez retrouver l'information sur la page web des enjeux des hommes. On a également un compte, sur les réseaux sociaux, on est présent, donc n'hésitez pas à consulter les dates. Il y a d'autres rendez-vous qui sont prochainement, je ne les ai pas en tête, excusez-moi, mais vous pourrez
les voir notamment sur la page web. Merci Mathilde qui nous remet le lien vers les prochains rendez-vous. Oui, Vous très êtes, bien. vous êtes en, une question de Nathalie, à nouveau, vous êtes en charge des partenariats. Pourriez-vous concrètement préciser en quoi cela consiste? Alors, quand on parle de partenariat en commerce équitable, en fait, on parle donc d'abord de relations donc, contractuelles entre différents acteurs de la filière en fonction de leur placement dans la filière. Mais voilà, il y a avant tout une relation contractuelle en fait qui va venir encadrer les pratiques de prix, de volume, de délai de paiement, d'engagement en fait sur la relation commerciale. Et le partenariat, c'est également, je pense, l'engagement sur du long terme, en fait. Donc, on a cette notion d'engagement entre les parties, voilà, basé sur un dialogue transparent et à la fois voilà, engagement sur le long terme concernant cette relation commerciale. Je ne sais pas si tu veux compléter, Oui, Laurent. parce que, en fait, j'entends aussi la dimension partenariale en fait, dans l'exercice du développement en fait, aussi du label. C'est que il faut bien comprendre que on travaille sur des temps longs en fait. Hein. On travaille sur des temps longs parce que ne serait-ce que pour entre guillemets convertir une filière en filière de commerce équitable. Vous avez vu, les filières, c'est plusieurs acteurs. Hein. Ça prend du temps. Ça prend déjà le temps que les acteurs, s'ils se connaissent, ça ira plus vite, se mettre d'accord, enfin, échangent sur ce projet, en fait, de dire on va faire du commerce équitable, parce qu'on a un besoin, parce qu'il y a un enjeu qui a été identifié. Et ensuite, le temps de la labellisation, c'est aussi un temps long. Donc, on a des filières qui se convertissent ou qui se montent sur le label Fair for Life. Et ça prend plusieurs mois, voire des fois presque un an, hein, en fait, avant d'y arriver. Donc, cette mission partenariale, c'est aussi de savoir s'engager dans la durée. C'est ça qui est important. Engagement dans la durée, de tenir bon sur un projet commun. Alors, une question de Linji sur la Chine. Je n'ai pas trouvé Certified Operator sur la China sur le site de Fair for Life. Quelles sont les barrières pour développer le écolabel en Chine? Voilà, donc la Chine est un acteur important sur ce sujet, n'est-ce pas? Alors, c'est une bonne question. Vous trouverez Alors, le commerce équitable, entre guillemets, opère en Chine déjà. C'est que je crois que le label Max Havelaar travaille en Chine. C'est-à-dire qu'il y a des producteurs basés en Chine qui sont labellisés sur le label Max Havelaar. Sur Fair for Life, ça démarre. On est en train de démarrer, notamment sur certaines filières je dirais, de plantes qui existent en Chine et qui sont utilisées dans le secteur cosmétique ou le secteur des compléments alimentaires, par exemple. Mais et c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous allez taper sur le moteur de recherche Certified Operator en Chine, vous n'allez pas en trouver. Donc, voilà, ça démarre et les filières sont en train de se monter, mais il n'y a rien qui s'y oppose. C'est juste une question de temps, voilà, tout simplement. Et alors, sur la question de l'écolabel en Chine, il n'y a pas de barrière. Enfin, l'écolabel, ce n'est pas le label Fair for Life. Peut-être qu'on parle d'autre chose à ce moment-là, mais il n'y a pas de barrière qui s'y oppose. Il faut juste, pour travailler en Chine, nous, on a EcoCert a une filiale, une antenne en Chine qui s'appelle EcoCert China et qui est en charge des opérations sur la Chine. Et il y a bien entendu, il y a comment dirais-je, un cadre réglementaire qui s'applique en Chine et qu'il faut respecter. Mais à part ça, il n'y a aucune contrainte au développement du label en Chine. Une question de Nathalie qui demande est-ce qu'on partagera la présentation par mail. Ah oui, merci Linji pour les LED. Je réponds juste à Linji. On peut vous mettre en relation avec nos amis des concerts China aussi. Vous pouvez nous écrire juste après si vous souhaitez. Alors, sur le partage de la présentation par mail, je ne crois pas. Par contre, je crois que la session a été enregistrée.
et qu'elle sera disponible, il me semble, sur la page web. Non? Sur YouTube. Ah, pardon, on me dit dans l'oreillette que sur YouTube. Voilà, merci Mathilde. Tout à fait. Il y a toute une équipe derrière nous. On Merci. nous souffle les réponses. Moi, je pense que c'est... Ok, ben on a fait on arrive au terme de ce webinaire. C'est passé vite. Ah, Malik. Oui, c'est vrai. Ouais. Malik a raison. Ouais. C'est comme sur le cas. Oui, c'est vrai que l'anacarde est... le terroir de ces pays-là est très intéressant pour les qualités d'anacarde. Et il n'a pas les mêmes usages, effectivement. Mais en tout cas, merci de le signaler. C'est difficile de s'arrêter. Ouais. Hein. Les questions continuent. Je crois qu'il faudra en organiser un autre. Ouais, il va falloir refaire une session, je crois. Allez, en 1 minute, Laurent. Alors, dernière question. Après, on arrête. Quelles peuvent être les opportunités du label Fairforlife pour les producteurs organisés en groupement qui estiment que l'accès de leurs produits certifiés cacao a un accès difficile au marché? Je ne suis pas sûr de comprendre la question, mais en fait, déjà avec le site web de Fairforlife, vous pouvez identifier à la fois les producteurs, mais aussi les acheteurs des filières cacao. Et sur alors je ne sais pas où vous êtes, Isiaka, mais il y a si vous êtes en Côte d'Ivoire, il y a des acteurs du secteur cacao Côte d'Ivoire qui sont très pro-commerce équitable, et il y a même des projets, des plateformes de commerce équitable en Afrique de l'Ouest qui s'organisent. Donc, vous pouvez aussi contacter ces plateformes pour pouvoir accéder, pour pouvoir avoir rentrer dans ces réseaux, mais néanmoins, l'opportunité du label, c'est que c'est un label de filière. Donc, il vous faut un acheteur. Il vous faut identifier un acheteur. Il vous faut identifier un acheteur pour pouvoir engager une certification Fairforlife. Ça ne peut pas fonctionner si vous êtes seul. C'est très bien de vouloir y aller, mais il faut être 2 pour faire une filière de commerce équitable. Merci, Laurent, pour cette réponse express. Oui. Merci à tous, du coup, pour votre présence, pour vos questions intéressantes. Et on vous dit à bientôt sur d'autres sujets. Et puis, une très bonne continuation dans vos projets. Une bonne journée à tous. Oui, merci aussi Merci. pour vos questions. Et bonne journée. Au revoir. Au revoir.